Mesdames et messieurs, bonjour. C'est moi qui dois passer les slides. Je ne sais pas si ça marche. Je n'ai pas l'impression que j'arrive à faire passer mes planches. Bon. Voilà. Ah non, alors voilà. C'était probablement pas sur la bonne... Voilà. On y est. Quand je présente la problématique de la mobilité à mes étudiants, en général l'informatique ça marche, à la HEIG, je leur montre ce schéma que vous voyez ici. Ce schéma, il nous montre que la thématique de la mobilité touche à de nombreux domaines de recherche dans une panoplie impressionnante de disciplines, allant des sciences techniques aux sciences humaines et sociales. Une étude il y a quelques années a montré que dans cette acception large, on pourrait dire le grand cercle orange, la problématique de la mobilité draine environ 25% de l'ensemble des fonds de la recherche européenne. Alors, ne m'en veuillez pas si dans un exposé de 15 minutes, je suis incapable de vous brosser un tableau cohérent des enjeux de la mobilité, ça serait peut-être d'ailleurs un peu ennuyeux. J'ai donc choisi de restreindre mon propos à la gestion du trafic urbain et d'évoquer quelques enjeux susceptibles de concerner directement les entreprises. Et vous verrez que certains sont d'ailleurs repris par d'autres conférenciers ce matin. Tout d'abord, on peut dire que deux grands types d'enjeux entrent en concurrence dans les politiques de gestion de la mobilité. D'un côté, il y a d'importants enjeux économiques à développer, à adapter notre système de transport à l'évolution de notre démographie, de nos modes de vie, de l'organisation du travail. Le syndic d'Yverdon vient de le rappeler pour la ville qui nous héberge aujourd'hui. Ces adaptations portent sur l'organisation des transports, sur les infrastructures, sur les véhicules et de plus en plus sur les systèmes d'information qui relient ces éléments. En tant que citoyens qui se déplacent, nous souhaitons développer un système de transport performant qui nous permette d'assurer une mobilité aisée. Et l'un des facteurs d'attrait de la Suisse est certainement la grande qualité de ses infrastructures de transport. De l'autre côté, lorsque nous ne sommes pas nous-mêmes en déplacement, nous n'aimons pas subir les conséquences, les nuisances des déplacements des autres. Le premier critère de choix de biens immobiliers résidentiels, c'est la tranquillité. Vous avez peut-être entendu l'expression « effet NIMBY », « not in my backyard ». Construisez vos infrastructures où vous voulez, mais pas à côté de chez moi. Enfin, la préservation de nos paysages est une préoccupation forte. Un des attraits majeurs de la Suisse en tant que cadre de vie, c'est précisément la qualité de ses paysages. C'est pourquoi je prétends que nous sommes tous un peu schizophrènes concernant la mobilité. D'un côté, nous voulons bénéficier d'un système de transport performant, et puis de l'autre, nous luttons, à juste titre, pour nous protéger des nuisances qu'il peut générer. À ce titre, un des principaux sujets de friction, voire de conflit, auxquels j'étais confronté quand je travaillais à Genève, c'est celui de la place de l'automobile en ville. Vous trouvez face à face deux types d'acteurs, ceux qui utilisent des véhicules dans leurs déplacements, qui généralement travaillent en ville sans forcément y résider, et puis ceux qui habitent en ville et qui souffrent du trafic automobile. Et c'est en pensant à ces débats, souvent épiques, que j'ai choisi arbitrairement d'évoquer ici 4 thèmes. La gestion des flux pendulaires, le télétravail, la question de la vitesse de déplacement, et puis l'arrivée annoncée des véhicules dits autonomes sans conducteur. Alors le premier sujet concerne les déplacements domicile-travail, c'est un grand classique de la mobilité urbaine. Traditionnellement, l'entreprise considère que ces déplacements relèvent de la vie privée de ses collaborateurs et elle se borne à mettre à disposition le parking nécessaire sur place. Or, ces déplacements exercent une pression considérable sur les réseaux de transport et sur les territoires traversés. Ils créent les fameuses heures de pointe qui paralysent les réseaux au détriment de tous les autres besoins de mobilité et d'ailleurs aussi des besoins de mobilité des entreprises, livraison, accès aux chantiers, etc. Ils sont source de stress et d'inconfort
pour des milliers de pendulaires. Ils engorgent les autoroutes, les trains, les voiries urbaines. Alors, la solution à ces problèmes passe-t-elle par l'élargissement sans fin des infrastructures? Quelles pistes peut-on imaginer et comment les entreprises peuvent-elles contribuer à améliorer la situation? La plus évidente de ces pistes, c'est le report modal. Toute personne qui se déplace en bus, en 2 roues ou à pied contribue efficacement à soulager les bouchons. D'énormes efforts sont consentis en Suisse pour développer et perfectionner l'offre de transport public. Un exemple, entre 2002 et 2014, donc en 12 ans, le canton de Genève a doublé son offre globale de transport public urbain. Et la clientèle a suivi puisque la fréquentation a doublé aussi dans le même temps. Le vélo est aussi un mode de déplacement extrêmement efficace en ville et bien sûr écologique. L'assistance électrique le met aujourd'hui à la portée de chacun et chacune. Mais vous devez avoir conscience que le principal facteur qui détermine si un collaborateur prendra sa voiture ou choisira un autre mode de déplacement, c'est la place de parc sur le lieu de travail. On peut démontrer que presque toute personne qui a le choix entre une voiture et un transport public, même très efficace pour se rendre à son travail, optera pour la voiture si elle est sûre de trouver une place de parc. Il faut donc gérer efficacement le parking et le réserver aux collaborateurs qui en ont vraiment besoin. Ensuite, il faut consacrer des moyens pour faciliter, favoriser l'usage d'autres modes. Ce type de stratégie s'appelle le plan de mobilité d'entreprise. M. Carrard vient de signaler que la ville d'Yverdon en avait réalisé un. Donc, des entreprises en ont fait et s'en portent bien. Vous trouverez de nombreuses informations et de conseils extrêmement pratiques et concrets sur le site Internet de l'État de Vaud ou de l'État de Genève. Mais vous me direz, le réseau ferroviaire aussi est surchargé aux heures de pointe. En effet, jusqu'à l'aube des années 2000, le réseau autoroutier a principalement absorbé la croissance des flux pendulaires. Et depuis, une part importante s'est reportée sur les trains. Alors les entreprises de transport public et les pouvoirs publics consacrent des moyens énormes à adapter l'offre et la demande. Se pose désormais la question de mesures d'incitation économique à éviter les heures de pointe. C'est le fameux débat sur un prix différencié du trajet ferroviaire en fonction des heures ou celui du péage urbain de congestion. Ma conviction est que nous y viendrons fatalement. Le deuxième sujet touche à l'aménagement de nos lieux de vie et de travail. Pour une part croissante des collaboratrices et des collaborateurs des entreprises, la frontière entre vie privée et vie professionnelle devient moins nette qu'autrefois. Une part du travail pourrait parfaitement être effectuée à domicile ou dans des locaux aménagés à proximité du lieu de vie privé. Une autre part peut également être réalisée dans les transports. Cette évolution pourrait être bénéfique à la fois pour les collaborateurs et pour l'entreprise en introduisant une souplesse d'organisation et de nouvelles rationalités. Elle peut aussi contribuer efficacement à soulager les phénomènes de pointe en diminuant le volume des déplacements pendulaires. Alors, quelle forme de télétravail favoriser? Comment le faire? Qu'est-ce que ça implique pour la conception des logements ainsi que des locaux d'entreprise? Ça, ce sont des enjeux importants pour les entreprises. N'y a-t-il pas encore, dans certaines entreprises, la peur de perdre le contrôle sur ses collaborateurs, la crainte des abus? Le travail à domicile ressemble pourtant beaucoup plus à l'image du bas, une cuisine enfin apaisée une fois que les enfants sont couchés, plutôt qu'à celle, je le concède, un peu provocante de l'ordinateur d'entreprise emmené au soleil sur une plage de sable fin. Le troisième sujet de réflexion que je vous propose questionne une valeur fondamentale associée à la mobilité, la vitesse. Toujours plus vite, toujours plus loin, mais jusqu'à quand? La vitesse de déplacement fascine et semble ouvrir sans cesse vers de nouvelles libertés. Et pourtant, les transports rapides consomment beaucoup plus d'énergie que les transports lents. Ils occupent beaucoup plus d'espace, ils créent beaucoup plus de nuisances et d'insécurité. En agglomération, la vitesse crée des espaces urbains sans vie, hostiles aux piétons, au contact humain. Elle favorise l'étalement urbain, le mitage du territoire,
une forme d'urbanisation constituée de quartiers séparés, où vous n'entrez et dont vous ne sortez qu'en voiture. La vitesse des véhicules crée de l'insécurité, du bruit, de la pollution, dissuade les parents d'envoyer leurs enfants à pied à l'école, décourage la plupart des gens qui se mettraient bien au vélo. En termes même de gestion de la circulation, il serait plus favorable de régler les flux urbains sur une vitesse de 30 km/h. Gabarit nécessaire plus faible, meilleure cohabitation entre les modes, moins de feux de circulation installés, plus de contact visuel entre les usagers. En 2014, l'Association suisse des ingénieurs et experts en transport, la SVI, a fêté ses 50 ans. Une année de conférences et de débats entre spécialistes sur le thème « Quelle vitesse optimale en localité ?» L'une des conclusions majeures de ces réflexions, c'est que le 30 km/h devrait être préconisé de façon générale dans les centres urbains. Le 40 ou 50 km/h resterait réservé à un petit nombre d'axes routiers, par exemple en accès d'autoroute. De nombreuses villes dans le monde cherchent à développer leur image de lieux de vie attractifs, de contacts humains enrichissants, de convivialité. Et pour ça, elles investissent dans la transformation de leur espace public en donnant plus de place et plus de confort aux piétons, aux terrasses, aux animations de rue. La vitesse basse est une façon élégante de combiner le maintien d'un certain volume de trafic motorisé avec un environnement agréable et propice à la rencontre. Un exemple, Exhibition Road à Londres. Le Royaume-Uni fait partie des pays européens qui développent le principe du shared space. Ce sont des espaces partagés où cohabite un trafic routier parfois important, mais circulant lentement, dans ce cas de figure à 20 km/h, avec de nombreuses activités urbaines. Ici, c'est une rue qui abrite beaucoup de musées, donc si vous allez à Londres, vous allez probablement y passer. Pas de trottoir, mais un habile agencement de l'espace qui favorise une cohabitation pacifique. Cette opération spectaculaire dans une des rues majeures du centre de Londres a été réalisée en 2011-2012 en prévision des Jeux Olympiques. Les véhicules autonomes. La presse nous en parle beaucoup, et je suis de ceux qui pensent qu'elle a raison. Au-delà des difficultés importantes, c'est clair, les enjeux économiques autour des véhicules sans conducteur sont certainement en train de devenir considérables. Et ces véhicules vont bouleverser la façon dont nous nous déplaçons. En ce moment même, la société Uber teste actuellement auprès du public des taxis sans conducteur à Singapour. Le transport routier de marchandises pourrait être également complètement bouleversé par la généralisation de véhicules autonomes. La combinaison véhicule autonome, mobilité partagée et alimentation électrique pourrait être particulièrement efficace pour intéresser un grand nombre de citadins à renoncer à posséder leur propre voiture. Imaginez, la voiture commandée vient vous prendre à la porte, tel un taxi, et vous emmène à destination sans stress. Elle vous dépose et puis gagne d'elle-même une aire de stationnement où elle se recharge en attendant son prochain client. L'intérêt économique de ce type de service est indéniable, y compris pour la collectivité. Savez-vous qu'une voiture passe en moyenne 5% de son temps à rouler et 95% de son temps en stationnement? Supposons maintenant une flotte de véhicules qui roulerait 25% du temps au lieu de 5%. Il en faudrait 5 fois moins pour effectuer le même service et donc 5 fois moins de places de parc aussi. Un dernier mot. Nous avons créé à la HEIG le Hub Mobilité. C'est une plateforme de discussion, d'échange créatif et de collaboration entre des laboratoires de différentes écoles de la HESSO autour des thèmes de recherche liés à la mobilité. Actuellement, 22 professeurs de la HESSO sont membres du Hub Mobilité. Nous serions heureux d'envisager d'accueillir des entreprises qui seraient intéressées à participer d'une façon ou d'une autre à nos activités. Il pourrait s'agir de proposer des sujets de recherche, des financements, des collaborations. Alors, à bon entendeur, je suis à votre disposition. Je vous remercie.
Voilà. Merci beaucoup, Monsieur de la Creta. Vous pouvez l'applaudir encore une fois. On va maintenant poursuivre avec notre prochain invité. Laissez-moi vous le présenter. Il est licencié en droit et avocat. Durant 10 ans, il a occupé diverses fonctions de direction au sein de l'Office fédéral des transports, dont il sera le vice-directeur de 1990 à 1995. En 1996, il devient directeur de l'ancien premier arrondissement des CFF à Lausanne et il est ensuite nommé chef du trafic régional des CFF et devient membre de la direction de la division voyageurs. Dès octobre 2003, il est chef de l'operating et suppléant du chef voyageur CFF. Son unité est responsable de 5500 trains que la division voyageurs conduit chaque jour. Et c'est en 2009 qu'il est nommé chef infrastructure, poste qu'il occupe aujourd'hui encore. Je vous demande donc d'accueillir, s'il vous plaît, Monsieur Philippe Gaudron.